Alors, je vous propose de démarrer cette conférence. Bonjour à tous. On se retrouve ce matin pour une table ronde sur le thème de la santé, puisqu'on va consacrer ces 20 prochaines minutes aux offres de services de santé proposées par les assureurs et à leur monétisation. Donc, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Charlotte Krieg, directrice innovation au sein d'Aesio Mutuel, et Laurent Charon, directeur innovation chez AG2R La Mondiale. Et je suis moi-même référente santé chez ClimbBlue, une plateforme de market intelligence qui aide les corporates dans leur stratégie d'open innovation. Donc, comme je disais, on va s'intéresser ce matin aux services de santé offerts par les assureurs. Comme vous le savez, dans un milieu toujours plus concurrentiel, les assureurs ne peuvent plus se contenter de relations épisodiques avec leurs clients et ils se tournent aujourd'hui en masse vers l'offre de services. Et à l'heure de l'essor de la santé digitale, eh bien, la santé constitue un enjeu majeur pour eux. Cherchant vraiment à passer du rôle de payeur au rôle de partenaire de vie. Mais encore faut-il monétiser ces services et trouver le bon modèle économique. Et c'est ce dont on va discuter ce matin. Alors, je vous propose de démarrer par un état des lieux un peu de ces 10 dernières années où les assureurs ont commencé à offrir ces services de santé. Peut-être pouvons-nous commencer par vous, Charlotte. Quels sont ces services de santé et quelle est leur visée ? Alors bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui quand on parle de services en santé, on parle surtout des services qu'on a en inclusion, qui sont vraiment intrinsèques à nos contrats santé. On parle de téléconsultation, de prévention, d'assistance ou encore de réseau de soins. Donc ça, c'est vraiment des services qui font partie intégrante de l'offre. Aujourd'hui, avec un usage qui reste assez limité, parce qu'effectivement, peut-être que ça manque un peu de valorisation. Mais aujourd'hui, on voit que les usages restent assez faibles. Par exemple, sur notre dernière enquête de satisfaction, on voit que le service de téléconsultation, il est utilisé que par 2% de notre portefeuille. Pourtant, une fois qu'on l'a utilisé, on en connaît vraiment la valeur. Je suis moi-même une grande utilisatrice de ce service. Et à côté de ça, sur le service, par exemple, d'assistance, seulement un tiers de nos adhérents ont connaissance de ce service d'assistance en cas d'aléa. Donc il y a encore un gros travail de valorisation à opérer sur ces services en santé. Après, en termes de services, on parle effectivement de services en santé, mais on offre aussi d'autres services à nos adhérents, notamment tout ce qui va concerner l'extranet adhérent, par exemple, qui est un service à valeur ajoutée et sur lequel on développe beaucoup le self-care pour fluidifier cette expérience client. Donc voilà aujourd'hui un peu l'état des lieux sur nos services en santé. Et du coup, pour vous, Laurent, si on fait un peu le bilan, est-ce que finalement on a réussi à trouver un modèle économique pour l'offre de ces services ? Je pense que c'est là c'est un des sujets en tout cas, et c'est un des problèmes. Et peut-être aussi, il y a différents modèles économiques pour différents services, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors, je suis un jeune assureur, ça fait à peu près 5 ans là, que je suis dans cette industrie. Et puis avant, j'étais vraiment dans d'autres domaines. Mais quand je suis arrivé chez AG2R Mondiale, je me frottais les mains parce que je me disais génial, on va pouvoir faire plein de services. On va pouvoir faire plein de services en santé parce qu'il y a un écosystème d'innovation qui est hyper dynamique. Et puis, en fait, 5 ans après, la situation n'a pas beaucoup changé. Et c'est ce que Charlotte mentionnait à l'instant, c'est que finalement, les usages ne sont pas là. Et les économiques ne sont pas là non plus, et les sociétés qui existaient il y a 5 ans, soit elles vivotent toujours, et pardon pour celles qui sont là dans la salle et ravies d'en discuter s'il y en a, ou elles ont disparu. Et donc ça reste quelque chose de très dur, et donc on a essayé de se demander pourquoi, parce qu'on a quand même essayé de faire des choses. Et en fait, alors il y a un premier sujet que je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais qui fait partie du problème à mon avis, c'est ce que vraiment le service proposé répond à un besoin et à un vrai problème du client, ou de l'assuré, parce que si c'était le cas, peut-être qu'ils auraient trouvé leur chemin. Mais sur le sujet du modèle économique, puisque c'est la question, en effet, il y a quelque chose dans les services en inclusion, il y a un vice en fait, et il y a un bug, je me suis rendu compte assez rapidement, c'est qu'il y a un bug dans le modèle économique. C'est-à-dire que, en fait, qui dit inclusion dit quelque part que c'est l'assureur qui va porter les coûts du service et qui va rémunérer, quel que soit l'usage potentiellement, ou en fonction de la croissance, ça dépend, l'opérateur du service. Mais ça veut dire aussi que plus le service est utilisé, plus le S sur P de l'assureur est dégradé. Et en fait, ça pose quand même intrinsèquement un problème. C'est-à-dire que pour promouvoir
enfin en tant qu'assureur, nous, pour promouvoir un service auprès de nos assurés, auprès de leur employeur, il faut qu'on dégage des budgets marketing qui vont nous coûter de l'argent pour venir ensuite nous coûter encore plus d'argent quand les services vont être utilisés. Là où, je pense notamment au modèle de prévention dont on a beaucoup parlé aussi. Hein. Il y a un vieux sage d'AG2R Mondial qui m'avait dit quand je suis arrivé, et j'ai compris pourquoi après, le modèle économique de la prévention n'existe pas en France. Bah ouais, en tout cas, on ne l'a pas trouvé encore aujourd'hui. Et donc, c'est difficile d'investir. En fait, on investit sur un service dont les bénéfices vont être pris soit par le régime général, soit par le futur assureur qui va nous remplacer dans le contrat, parce que qui aura le contrat suivant, parce que c'est des actions de long terme. Donc voilà. Donc on a aujourd'hui, en fait, il n'y a pas. Enfin, le modèle économique est compliqué. Je ne sais pas s'il en existe un, mais j'ai l'impression que l'industrie en France l'a pas encore trouvé. Voilà. Alors, on voit naître de plus en plus d'initiatives pour essayer de justement trouver ce modèle. Laurent, chez vous, chez AG2R, vous avez mis en place les trouvailles de Pat. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et nous expliquer un peu cette initiative ? Ouais. Alors, c'est une expérimentation. Hein. Je précise, donc on prétend pas dans ce que je vais dire là avoir trouvé quelque chose, mais on cherche une autre approche. Donc, les trouvailles de Pat, en fait, c'est une marketplace où on va proposer à nos assurés, enfin aussi à des entreprises, hein, à des particuliers ou des entreprises, des services qu'on a référencés, qu'on trouve intéressants et avec qui on a mis en place un partage de la valeur qui nous semble plus pertinent. Donc, vous connaissez Amazon et les marketplaces d'Amazon. Hein, je ne parle pas d'Amazon quand vous achetez, je parle des marchands qui viennent chez Amazon pour proposer leurs services. Finalement, l'idée est un petit peu la même. C'est de profiter de ce qui n'est pas encore aujourd'hui un carrefour d'audience. Hein, encore une fois, c'est un test. Et donc, l'acquisition d'audience, il faut le faire, il faut aller la chercher. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire petit à petit. Mais si vous avez de l'audience, vous pouvez proposer à cette audience des services référencés. Et ces apporteurs de services vont pouvoir vous rémunérer. Et là, je trouve qu'on propose quelque chose de différent. On rentre dans une chaîne, enfin, je dirais qu'on modifie quelques paramètres de la chaîne de la valeur. Et en fonction des sujets, en jouant sur ces paramètres, on va avoir aussi dans les logiques d'apport d'affaires ou de bénéfices qu'on va proposer à nos clients, on va avoir des logiques assez différentes, de gratuité, de discount, d'abondance sur certains produits et qui est adapté aussi aux produits proposés. Et donc voilà, ça nous permet de faire des essais. Je vais vous donner un exemple d'un projet qui me tient en plus particulièrement à cœur pour plein de raisons. La première, c'est parce qu'on est investisseur. La première ex-aequo, c'est parce que c'est un chouette projet et qui porte des valeurs très intéressantes. C'est Claro. Peut-être vous connaissez, c'était avant Toutes mes aides. Ils ont changé de nom là récemment, donc on est investisseur chez eux depuis quelques mois. Ils ont annoncé leur levée de fonds là, il y a quelques semaines. Et donc ils vont proposer en fait à des institutions, à des entreprises, d'offrir à leurs ayants droit, à leurs salariés, à leurs bénéficiaires, l'accès à une plateforme qui va personnaliser les aides publiques auxquelles ils ont droit. De leur retour d'expérience après 1 à 2 ans de test, c'est 1 000 € de pouvoir d'achat supplémentaire pour les utilisateurs. Alors que vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la santé ? La santé, la bonne santé, c'est aussi la santé financière. Et donc, en tant que nous, opérateurs de protection de la personne, finalement, on est aussi assez légitime à proposer aussi bien des services comme Claro que des services plus sur la santé physique. En tout cas, voilà, c'est le genre de service qu'on va mettre en avant, dans notre portail. Voilà, ce que juste peux dire pour terminer là-dessus, c'est que ça reste une plateforme de test. On n'a pas vocation à ce que ce soit, enfin, si je vous disais combien on a investi dedans, vous comprendriez pourquoi ça ne peut pas être une plateforme industrielle à ce stade. On y a vraiment mis très peu d'argent, mais l'idée c'est vraiment de tester, d'expérimenter, d'apprendre pour pouvoir ensuite passer vers la prod, y aller petit à petit par itération. Et donc voilà, c'est sur ce modèle aussi je dirais d'innovation incrémentale qu'on se positionne avec ce projet. Peut-être que dans 2 ans, on se dira on a tout arrêté, ça ne marche pas. Hein. Mais en tout cas, au moins, on aura essayé quelque chose de différent, des modèles purement en inclusion. Et alors, si on reste un peu sur ces initiatives, chez Aesio, Charlotte, vous essayez d'intégrer vos métiers et vos clients dans vos démarches d'innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça ?
Oui, effectivement, je peux partager deux exemples où effectivement on essaye d'embarquer nos adhérents ou nos collaborateurs. On a lancé une expérimentation là, très récemment sur la cible des seniors en proposant des parcours de prévention individualisés où on travaille en collaboration avec MetaCoaching pour celles et ceux qui connaissent. Et l'objectif, c'est de faire une expérimentation. On a 300 adhérents et collaborateurs qui se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Et l'objectif, au final, c'est de pouvoir récupérer de la data sur cette expérimentation, pouvoir derrière proposer une offre plus individualisée en prévention et derrière de pouvoir mesurer effectivement si ça a un impact sur la santé, sur le business, etc. Donc encore une fois, cette logique, elle est vraiment, comme le disait Laurent, d'expérimentation. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le bon modèle, mais effectivement, plus on testera et plus on pourra s'approcher peut-être un jour d'un modèle de service monétisable. Et un deuxième exemple que je souhaitais également partager, on travaille beaucoup autour de la santé des femmes. C'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis pas mal d'années, que ce soit autour des cancers, des maladies cardiovasculaires ou encore de l'endométriose. Et en fin d'année dernière, on a lancé une grande étude Quali auprès de nos adhérentes, mais également du grand public pour un peu comprendre leur rapport à la santé et de voir un peu qu'est-ce qu'elles attendaient de la santé, de la prévention demain. Et en parallèle, on a lancé une démarche interne, cette fois-ci, au sein d'Aesio Mutuel, une démarche de design thinking, justement pour faire émerger des nouveaux services en santé dédiés à la santé des femmes. Mais voilà, encore une fois, ça reste de l'expérimentation. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le bon modèle, mais plus on testera et plus on aura la capacité de trouver les bons leviers. Alors, pour finir cette discussion, je vous propose de vous projeter à horizon 5 ou 10 ans. Comment est-ce que vous voyez les services de santé de demain pour des assureurs? Est-ce qu'on sera uniquement dans une logique de fidélisation ou est-ce qu'il y aura vraiment un objectif de chiffre d'affaires, de créer des vrais business units? Voilà. Comment est-ce que vous vous projetez sur cette question? Je ne sais pas. Non, évidemment, si on savait prédire le futur, on serait pas là, on aurait tous gagné au loto. Mais en tout cas, on vit quand même dans un environnement ultra incertain. Alors, pas que avec tout ce qui se passe en ce moment, mais évidemment avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais notre industrie en particulier est quand même très réglementée. Et parfois, on va se retrouver à s'arrêter pendant 1 an ou 2 sur une feuille de route d'évolution, d'amélioration, de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouvelles offres, parce que, et évidemment il a raison, le régulateur aura posé une nouvelle contrainte, une nouvelle réglementation. Et c'est vrai évidemment on en pressent certaines, évidemment on essaye d'anticiper tout ça, mais il n'empêche que c'est des choses qui peuvent arriver aussi et percuter de plein fouet des feuilles de route et des plans de route établis à l'avance. Plus concrètement, on a aussi, là récemment, l'émergence progressive de mon espace santé. On ne sait pas très bien quelle place ça va occuper à terme. Il y a une volonté aussi de la force publique d'être l'animateur un peu de ces écosystèmes innovants, de ces nouveaux services, de ces nouveaux acteurs. Voilà, et encore une fois, dans des modalités qui ne sont pas complètement encore établies, des règles qui ne sont pas complètement établies. Donc c'est un peu, voilà, il y a ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte, qui sont des facteurs qui peuvent être structurants et qui ne dépendent pas de nous. Après, si je devais faire peut-être deux pistes, la première, ce serait de dire qu'il y a peut-être des choses qui vont basculer, qui vont basculer dans le régime général. C'est tout ce qui est par exemple le sujet des digital therapeutics, dont on parle de plus en plus, qui sont finalement quelque chose qui est un service. S'il passe un marquage, il peut devenir une thérapie. Et donc on a pas mal d'acteurs quand même qui sont à la frontière de ces sujets-là. Donc je me dis que finalement ça pourrait devenir des produits comme les autres, entre guillemets, avec un régime général et puis des complémentaires qui interviendraient dans des contrats. La deuxième chose, c'est que beaucoup des acteurs qu'on a vus sont des acteurs totalement dématérialisés.
Et si à ça, j'ajoute le fait que on a une culture en France de la, entre guillemets, gratuité des soins. On sait bien ce que ça revêt derrière, mais en tout cas, facialement, il y a une culture de l'accès aux soins gratuits ou très peu cher. Donc si je mets les deux ensemble, quelque chose d'immatériel, en plus, si on fait un tout petit détour sur comment on consomme le digital aujourd'hui, que celui qui n'a jamais consommé, que celui qui n'a jamais piqué une photo dans une banque d'images payante pour le mettre dans une présentation me jette la première pierre, et je prends aucun risque, je sais que vous l'avez tous fait, que celui qui n'a jamais téléchargé une vidéo. Voilà, donc le digital, en plus, apporte un sentiment supplémentaire de gratuité. Et peut-être que sur ces items-là, on peut se dire que les acteurs qui vont rematérialiser des choses, qui vont proposer entre guillemets du hardware, sachant que le hardware, c'est pas forcément un composant électronique, mais ça peut être de l'aide, de l'APA, des services au domicile. Là, peut-être que la capacité à payer quelque chose qu'on va pouvoir toucher, qu'on va pouvoir vraiment expérimenter, pas au sens juste d'être derrière un écran, ça peut être aussi un moyen de redonner de la valeur en fait, de donner de la valeur à ces services. Donc voilà, après. Prenez-le et pareil, s'il nous reste un petit peu de temps, si vous avez des idées sur le futur, partageons-les. Franchement, ça peut être intéressant. Et de votre côté, Charlotte, pour cette projection? Alors en termes de projection, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans le service. Après, aujourd'hui, il faut absolument sortir de cette logique du tout inclusion. Comme disait Laurent, les Français ont l'impression que la santé, c'est gratuit. Alors qu'elle a un vrai coût, et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, mais il faut trouver encore une fois aujourd'hui le bon modèle, et surtout trouver des services monétisables qui vont avoir une forte valeur d'usage. S'il n'y a pas d'usage, les services ne seront pas utilisés, il n'y aura aucun intérêt derrière. Donc je pense qu'il faut pas s'éparpiller, pas proposer n'importe quel service à l'ensemble du portefeuille. Il faut certainement réfléchir par cible pour trouver les bons leviers, les bons usages. Par exemple, si je prends un exemple sur la cible du TNS, le TNS, il a besoin qu'on l'accompagne à 360 en santé, en prévoyance, pourquoi pas en banque, en assurance. Et est-ce que demain, on sera en capacité de pouvoir tout lui proposer, nous, en tant que mutuelle. Et je pense qu'il y a des vrais axes de travail là-dessus, parce que si on arrive à le convaincre qu'on est en capacité de tout lui proposer, d'avoir un seul interlocuteur unique, il y aura de la valeur, il y aura de l'usage, et tout le monde sera satisfait demain. Merci beaucoup pour cet échange à tous les deux. Il nous reste encore 2 minutes. Si vous avez quelques questions rapidement, n'hésitez pas. Il fait trop froid. Ouais. Bonjour, Claire-Marie Covea. J'ai une question. Je voulais savoir ce que vous proposiez comme service dans votre expérimentation de marketplace qui est trait à la santé, au-delà des services que vous pouvez proposer en inclusion, justement. Ok. Alors, vous pouvez tous aller voir. Ça s'appelle les trouvailles de Pat. Pat, c'est pour partenaire attesté. C'est aussi le surnom de ma femme. Enfin bon, bref, je vous passe les détails, mais tout ça est très, très perso. On a par exemple une plateforme comme Fitters qui propose du sport. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui propose du sport en entreprise, qui fait du lien à travers des applications, des coachs certifiés. On a AirPure. AirPure, alors là, quand je vous parlais de hardware tout à l'heure, AirPure, c'est du hardware, puisque c'est en fait un masque, un masque de protection. Simplement, eux, ils ont réinventé le modèle, ils ont transposé le modèle Nespresso dans les masques, parce qu'en fait, il y a la machine, c'est-à-dire en fait le masque qui est travaillé avec des grands designers. Ils vont s'intéresser aussi à travailler sur des matériaux très résistants, parce qu'ils vont travailler avec des pompiers, des choses comme ça. Voilà. Et puis la capsule, c'est-à-dire le filtre que vous allez changer régulièrement. Et tout ça fabriqué en France. Voilà. Après, vous pourrez aller voir, il
On a des services en santé, des services aussi pour l'épargne, pour le RH. Voilà, Claro est un petit peu à la frontière de tout ça, que j'étais tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup et très bonne journée.